Bien, bonsoir à tous. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, le thème de ce soir, c'est le courage. Et on pourrait avoir l'impression, peut-être, quand on débute avec cette notion, qu'il s'agit d'une notion simple, bien connue. Tout le monde sait, apparemment, ou sans doute croit savoir, ce que c'est que le courage, ou au moins ce que c'est qu'être courageux. Il me semble que si on veut pouvoir entrer dans une réflexion digne de ce nom sur cette vertu qui fait partie de ce qu'on appelle les vertus cardinales, eh bien, il va être utile de mettre à distance ce que l'on croit en savoir, justement peut-être pour se laisser surprendre par ce que l'on n'en sait pas. Le sentiment premier, donc, serait que tout le monde sait bien ce que veut dire être courageux. Et puisque je disais il y a quelques instants que le courage est au nombre de ce qu'on appelle les vertus cardinales, avec la tempérance, la justice, la prudence, dans la tradition classique, on pourrait même aller jusqu'à se dire qu'elle semble la plus claire d'entre elles. Si on faisait un petit sondage ici dans cette salle, c'est quoi la tempérance ? C'est quoi la vertu de justice ? C'est quoi la vertu de prudence ? On aurait sans doute des réponses qui tireraient un peu à U et à dia et qui, sans doute, seraient un peu flottantes et hésitantes. Je pense que si on rajoutait la question « c'est quoi le courage ?», on n'aurait peut-être pas des réponses beaucoup plus pertinentes, j'en suis pas sûr, mais en tout cas des réponses un peu plus assurées. Parce que la notion de courage semble être une notion claire et qu'elle ne semble pas être une notion particulièrement technique. Je vais reprendre un exemple. Je peux dire à quelqu'un « sois courageux ». En fonction du contexte, il y a des chances qu'il me comprenne tout de suite. Mais si je dis à quelqu'un « sois tempérant », même en fonction du contexte, je ne suis pas certain que ce sera immédiatement clair. Alors on peut peut-être essayer de partir de là, de ce que l'on met couramment derrière l'expression « être courageux ». Qu'est-ce que le bon sens, si vous voulez, nous donne à entendre derrière cette notion qu'est la notion de courage ? Or, je ne me suis pas amusé, bien sûr, à faire un sondage réel, mais je pense que si on en faisait un, eh bien, on aurait une définition qui tournerait sans doute autour de l'idée selon laquelle être courageux, c'est être capable d'affronter un danger. Derrière cette idée sans doute assez conventionnelle, assez courante, on pourrait même sans doute trouver une sorte de caution philosophique, puisque il y a un dialogue très ancien de Platon qui est consacré au courage, un dialogue qui s'appelle le Laquès. Et parmi les quelques définitions qui sont tentées dans le Laquès de Platon, il y a celle qui consiste à dire que être courageux, c'est être capable de tenir ferme contre l'ennemi. Donc ici, si vous voulez, le sens philosophique antique semble rejoindre le sens commun pour voir dans le courage une capacité à faire face de manière ferme devant un danger ou devant un ennemi dangereux. Le problème, c'est que le langage courant valide la reconnaissance du courage dans des situations très, très, très diverses, et même dans des situations où, manifestement, il n'y a strictement aucun danger. Si je dis, par exemple, à un enfant qui va un peu traîner au lit le matin, « Allez, sois courageux, lève-toi », il comprendra parfaitement ce que je veux dire, et pourtant, il n'est absolument pas question de l'encourager à aller affronter un danger ou un ennemi. Pardon ? Ou alors son professeur, éventuellement.
Ça veut dire que le courage, ici, n'est absolument pas l'antonyme de la lâcheté, mais celui de la paresse. Ou si je dis à quelqu'un « sois courageux », les médecins disent « ça va vous chatouiller un peu ». Bon, maintenant j'ai compris que ça veut dire « ça va faire très très mal ». Sois courageux, serre les dents et ne pleure pas. Là aussi, il n'y en est pas dans une situation où ce qui est manifeste serait de l'ordre du danger ou de l'ennemi, ou alors sur un plan très métaphorique. Le courage, ici, apparaît moins comme la capacité à tenir ferme contre un ennemi, ou à tenir ferme dans la capacité à affronter un danger, que dans une sorte de fermeté d'âme devant la souffrance. Je prends une troisième occurrence pour continuer à explorer un petit peu la diversité des situations dans lesquelles on peut inviter au courage. Le courage de penser par soi-même. Il y a un très beau texte de Kant qui s'appelle « Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» écrit en 1784. Et Kant nous explique, au fond, les Lumières, c'est quoi? Ce courant des Lumières, c'est une invitation à avoir l'audace, le courage, de penser par soi-même dans un monde où beaucoup de gens prétendent parfois penser à notre place ou dire pour nous ce que nous devons penser. Et justement, quand Kant évoque cette audace qui nous rend capables de ne pas simplement répéter un prêt-à-penser qui nous serait imposé, mais quand il nous invite à cette audace de penser par nous-mêmes, sapere aude, le courage toi-même de savoir, de penser, de faire l'expérience du travail de la pensée, eh bien, précisément, c'est aussi le terme courage qui vient sous sa plume comme antonyme de paresse et lâcheté. Paresse et lâcheté, écrit-il, sont les causes, je cite de mémoire, mais qui font qu'un si grand nombre d'hommes, aujourd'hui, n'ont plus le courage de penser par eux-mêmes. Donc vous comprenez que ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est que là où on a affaire apparemment à une notion au sens relativement bien établi, on a affaire en réalité, et même dans l'usage le plus courant, à un terme, à une notion qui est extraordinairement polysémique. Bien sûr qu'il y a quelque chose de commun dans tout ça. Mais avant de se demander ce qu'il y a de commun dans le courage de l'enfant qui sort du confort de ses draps, dans le courage de celui qui s'essaie à penser par lui-même, ou dans le courage de celui qui serre les dents face à la douleur, il convient sans doute de prendre la mesure de ce qu'il y a de différent dans chacune de ces situations. Et d'ailleurs, j'évoquais il y a quelques instants le Laquès de Platon, et c'était pour vous dire que la première définition du courage que l'on y trouve est celle qui le présente comme la vertu de celui qui tient ferme contre l'ennemi. Or, un tout petit peu plus loin, Socrate et Laquès, en discutant ensemble, Laquès est un grand général, très courageux, qui s'est couvert de gloire sur les champs de bataille. A priori, c'est un expert en courage. Et ils en arrivent tous les deux, Laquès et Socrate, à ceci, je cite, « Certaines personnes ont du courage contre les plaisirs, les autres contre les souffrances, ceux-ci contre les passions, ceux-là contre la crainte. » Vous voyez qu'on découvre déjà, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, que le courage n'a pas simplement à voir avec la crainte, avec un ennemi ou une adversité qu'on pourrait craindre et devant laquelle on pourrait prendre peur. Il y a du courage aussi dans la capacité à résister à certains plaisirs. Il y a du courage aussi dans la capacité à ne pas se laisser submerger par la souffrance. Il y a du courage aussi dans la capacité à ne pas céder au jeu des passions. Mais dès lors qu'on a compris que le courage concerne une multitude de situations, excusez-moi, je crois que j'ai oublié d'éteindre mon téléphone.
Voilà, maintenant j'en suis sûr. Puisqu'il y a une diversité importante de situations dans lesquelles la notion de courage peut faire sens, ça veut dire aussi qu'il y a de très nombreux antonymes, que Socrate, d'ailleurs, lui-même, toujours dans le Laquès, va lister d'une manière qui n'est sans doute pas exhaustive, mais sans doute éclairante. Ne pas être courageux, ça peut être lâche. Ça, c'est le plus simple. Ne pas être courageux, ça peut vouloir dire être paresseux. Un autre antonyme possible. Ne pas être courageux, ça peut être aussi être indécis. Ne pas avoir le courage de se risquer, de se lancer. Ça peut être l'attentisme, attendre à tel point que les circonstances changent, que jamais les circonstances ne paraîtront de nature à me permettre d'agir véritablement. Ça peut être le contraire de l'opportunisme. Il y a une manière d'être opportuniste qui relève aussi du manque de courage. Alors on peut essayer de se poser cette question. Si le courage, malgré la diversité de ses occurrences, est bien malgré tout un concept, où chercher sa racine? Où chercher ce qui fait que toutes ces situations diverses que je viens d'évoquer ont bien quand même à voir avec le courage? Qu'est-ce qui fait que quand je dis à quelqu'un « sois courageux, lève-toi », le mot « courageux » n'a pas simplement un sens métaphorique. Il a bien un sens parfaitement rigoureux. Bref, en dépit de la diversité de ces formes, qui peuvent être extrêmement variées, qu'est-ce qui fait que ce qu'on appelle le courage, c'est toujours, effectivement, du courage? Je voudrais aussi, dans cette introduction, faire une autre remarque qui va ouvrir aussi un pan important des problèmes que je vais tenter d'affronter. Je vous l'ai dit au tout début de mon propos, depuis plusieurs siècles, depuis les Grecs, ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé les vertus cardinales, le courage est une qualité donc considérée comme une vertu cardinale. Je vous l'ai dit avec la tempérance, la prudence et la justice. Et pourtant, il se passe quelque chose d'assez curieux, c'est que si le courage étant une vertu cardinale, ou étant considéré comme une vertu cardinale, a toujours été considéré comme une vertu, il n'est pas lui-même toujours vertueux. On peut être courageux et méchant. On peut être courageux et bête et méchant, même. On peut être courageux dans l'accomplissement d'un crime, d'une exaction. On peut être courageux dans l'organisation d'un vol. Étrange vertu qui n'implique pas que celui qui la possède ou qui en bénéficie soit lui-même nécessairement vertueux. Et plus encore, étrange vertu cardinale qui n'est pas nécessairement le signe de la présence d'autres vertus. Vous savez que ce qu'on appelle les vertus cardinales, c'est pas comme on le croit parfois que ce sont des vertus qui nous orienteraient. J'ai entendu dire il n'y a pas longtemps que les vertus cardinales ont été désignées ainsi en référence aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, et que ce seraient donc des vertus qui orienteraient notre action vers le bien. En soi, c'est une interprétation tout à fait légitime, sauf qu'historiquement, elle est fausse. Étymologiquement, elle est fausse aussi. On les appelle cardinales parce que cardo, en latin, c'est le gond sur lequel tourne la porte. Une vertu cardinale, c'est une vertu qui sert de pivot aux autres vertus. À partir de là, l'orientation devient possible. Mais c'est donc cette idée que, de même que le pivot soutient la porte, les vertus cardinales soutiennent les autres vertus. Or, justement, il y a ceci de particulier qu'on a dans la liste des vertus cardinales une vertu qui ne soutient pas nécessairement les autres,
ou qui peut n'en soutenir aucune, puisqu'encore une fois, on peut être courageux et méchant, courageux et injuste, courageux, pourquoi pas, et intempérant. Mais alors, le paradoxe s'accroît encore si on remarque, même si le courage n'est pas toujours ordonné à une pratique vertueuse, il est toujours, en tant que tel, digne de louange. Prenons, si vous voulez, l'exemple d'un criminel qui serait courageux. On peut le condamner pour ses crimes. Mais on peut en même temps, malgré tout, l'admirer pour son courage, quand bien même son courage aurait augmenté ses crimes. Un criminel courageux peut être encore plus dangereux qu'un criminel lâche, et pourtant, en lui, même si le criminel n'est pas vertueux, le courage en lui reste bien une vertu. Si je dis d'un criminel qu'il est courageux, je n'entends pas par là que le courage le dédouane de sa criminalité, mais que son courage, malgré tout, reste bien un élément de vertu, même si ça ne l'exonère pas de ses crimes. Si je dis du même criminel qu'il est lâche, il est 2 fois vicieux. Il est 2 fois condamné. 1 fois pour ses crimes et 1 fois en plus pour sa lâcheté. Être cruel et lâche, c'est être 2 fois vicieux. Être cruel et courageux, c'est ne l'être qu'1 fois. Eh bien, vous comprenez que du coup, ça va m'obliger à affronter cette question, qui est une question éthique. Que doit être le courage pour être une vertu? Pour l'être vraiment? Ou à quelles conditions, ce qui revient au même, le courage est-il vraiment une vertu? Qu'est-ce que c'est qu'un courage vertueux? Je viens d'essayer de faire surgir devant vous un certain nombre de problèmes, de difficultés, et je vous rappelle que le but pour moi est toujours le même, c'est, dans ces conférences, bien d'essayer de mettre en crise ce que l'on croit savoir. On pense mal quand on s'attache à ce qu'on croit connaître trop bien et qu'on n'interroge plus, par quoi on ne se laisse plus questionner, qu'on n'est plus capable de remettre en question. Et donc, ce que j'ai voulu faire ici, c'est justement mettre en crise nos représentations convenues, courantes et communes du courage. Non pas les mettre en crise pour vous montrer qu'au fond, le courage, on croit savoir ce que c'est, mais on n'en sait rien. Le mettre en crise pour qu'on puisse maintenant, vraiment, essayer de le penser ensemble. Alors, je vous propose un parcours qui, si je parviens à le suivre, devrait se déployer en 3 étapes. Avant de se demander ce que vaut le courage et à quelles conditions il vaut, il faut sans doute vérifier d'abord qu'on sait ce que c'est et qu'on est d'accord sur ce que c'est. Je m'interrogerai donc d'abord sur la nature du courage. S'il y en a parmi vous qui aiment les gros mots, ce que j'appelle une approche ontopsychologique. Enfin, vous n'êtes pas du tout obligé de noter ça. C'est-à-dire une interrogation à la fois sur son être et sur la manière dont il se manifeste en nous, au niveau psychologique. Donc, si vous aimez vraiment les titres qui ont l'air de titres achevés, approche ontopsychologique, la nature du courage. Ça, c'est toujours pour faire croire qu'on va dire des choses très intéressantes. Deuxième partie, il faudra bien jouer le jeu de l'approche morale. Pour peu qu'on ait réussi à y voir un peu plus clair sur ce qu'est le courage, sur sa nature, on pourra alors s'interroger sur sa valeur. Qu'est-ce qui fait que le courage est une vertu? Qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine d'être courageux? Et puis, une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura fait le point à la fois sur la nature du courage et sur sa valeur, eh bien, on pourra se demander précisément quelle vertu il est, mais dans le sens, dans quel contexte
est-ce qu'il déploie au mieux cette vertu qu'il est. Et je m'appuierai ici sur des analyses de quelqu'un dont j'ai déjà parlé ici, mais qui s'appelle Hannah Arendt, pour vous montrer que le courage n'est pas du tout une vertu privée, mais qu'il est une vertu publique. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il peut intéresser des gens en situation de responsabilité publique ou qui se préparent à de telles responsabilités. Première partie, donc, la nature du courage. Le courage, c'est quoi? Je vais commencer par une définition que je n'ai pas fabriquée de toutes pièces, mais que j'ai été simplement chercher dans un livre qui s'appelle « Le traité des passions de l'âme ». C'est un texte de Descartes, et si vous voulez vérifier, vous le trouverez à l'article 171. Je vais y aller doucement si vous voulez éventuellement prendre quelques notes. La citation fait 4-5 lignes. Le courage, écrit Descartes, dispose l'âme à se porter puissamment à l'exécution des choses qu'elle veut faire, de quelque nature qu'elle soit. Et la hardiesse est une espèce de courage qui dispose l'âme à l'exécution des choses les plus dangereuses. Je voudrais faire quelques remarques sur ce jeu de définition que nous propose Descartes. D'abord, cette capacité à faire face au danger, cette capacité à affronter des situations dangereuses, Descartes ne l'appelle pas exactement le courage. Il l'appelle la hardiesse. Il dit bien que c'est une espèce de courage, c'est être courageux que de pouvoir exécuter des choses dangereuses, c'est être courageux que de pouvoir affronter le danger, peut-être, mais c'est une manière d'être courageux. C'est une espèce de courage, pour parler comme Descartes. Le courage considéré génériquement, dans son genre et non pas simplement dans une espèce particulière telle que la hardiesse, c'est donc d'abord ce qui augmente notre puissance d'agir. Il dispose l'âme à se porter puissamment à l'exécution des choses qu'elle veut faire. Est courageux, au sens le plus générique, au sens le plus général, celui qui dispose de cette vertu, et je vous rappelle que le mot vertu veut dire force, c'est celui qui dispose de cette force qui le rend capable d'aller jusqu'au bout des actes qu'il se dispose à accomplir. Et Descartes rajoute « de quelque nature qu'elle soit ». C'est intéressant ça. Ces actes peuvent être des actes politiques, des actes publics, des actes privés, des actes généreux ou non, des actes moraux ou immoraux. Il y a courage indépendamment de la nature de l'acte que je me dispose à accomplir. Ce qui ressort de cette définition de Descartes, c'est que le courage est d'abord une force de caractère. Une force de caractère applicable à des situations qui sont du coup, mais on l'avait senti dès l'introduction, extrêmement variées. Il faut du courage parfois pour se lever le matin. Marc Aurèle, empereur, qui aimerait bien rester dans son lit, ça l'ennuie, le métier d'empereur, et qui sort du lit en se disant « Allez, allons faire notre métier d'homme ». Il faut du courage, même pour faire son métier d'empereur. Il faut du courage pour faire ses devoirs. Il faut du courage parfois pour venir à l'école de management un mardi soir à 18h. Il faut du courage pour accepter la souffrance. On l'avait vu, il faut du courage pour penser par soi-même. Mais, puisque le courage est ce qui permet l'exécution des choses que l'on veut faire, on comprend immédiatement aussi qu'il est un auxiliaire de la volonté. Le courage est cette force de l'âme qui soutient et oriente la volonté.
Bref, il apparaît alors comme ce qui rend possible le passage du vouloir à l'agir. Il arrive bien souvent qu'on veuille quelque chose et que pour un tas de raisons, plus ou moins bonnes et généralement mauvaises, on ne les fasse pas. Il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a loin de la volonté de faire à l'action accomplie. C'est que la volonté peut ne pas coûter trop cher en termes d'énergie, c'est pas trop compliqué de vouloir, alors que l'action exige bien évidemment une mobilisation de nos ressources et de nos forces, que l'action est toujours coûteuse, elle est toujours risquée, elle est toujours délicate. Et donc, si nous pouvons agir à partir de la volonté, si un vouloir agir peut se transformer en action, c'est à condition que le courage vienne soutenir la volonté. Et au passage, d'ailleurs, quand la volonté n'est pas soutenue par le courage, on n'a pas affaire à quelqu'un de volontaire, on a affaire, c'est un mot que j'aime bien, à ce qu'on appelle un velléitaire. Le velléitaire, c'est celui qui en reste à la volonté. Il aimerait bien passer dans la classe supérieure, mais il n'a pas assez de courage pour travailler. Il aimerait bien avoir une promotion, mais il n'a pas assez de courage pour s'investir. Il aimerait bien progresser en philosophie, mais il n'a pas le courage de faire ses dissertations sérieusement. C'est le velléitaire, justement, qui singe la volonté et qui sera toujours le premier à vous dire « Mais je vous assure, monsieur, je veux réussir, je veux progresser, je veux y arriver. » Mais sa volonté est formelle, sa volonté est vide, faute de courage pour la soutenir. Le courage, donc, est bien, on le comprend mieux, je l'espère maintenant, une force de caractère. Et d'ailleurs, dans la langue latine en vigueur au Moyen-Âge, il est souvent traduit, enfin, il n'est pas traduit du français bien évidemment, mais enfin, l'expression employée que l'on traduit généralement par courage, c'est fortitudo. La fortitudo, chez les scolastiques par exemple, c'est bien cette force de caractère, cette force d'âme qui me permet d'aller au bout de ce que j'envisage de faire. Cette force de caractère, essayons de le dire plus généralement, elle est donc ce qui permet de résister. Je crois que là, on est confronté à ce qui constitue peut-être bien l'essence du courage. En tant que force de caractère, il est force de résistance. Mais résister à quoi? On serait tenté de dire résister au danger, à la peur, résister à autrui, résister à ce qui nous menace, résister au monde. Mais on se rend bien compte que si le courage est une force de caractère, c'est d'abord parce qu'il est une capacité, une faculté, une vertu, qui nous rend capables de résister à nous-mêmes. Si le courage est d'une certaine façon, comme le pensait Lacaisse, une qualité, une vertu qui permet de tenir ferme contre l'ennemi, mais on est en train de se rendre compte que l'homme courageux sait que l'ennemi, c'est d'abord soi. C'est à moi-même que je dois résister pour me lever le matin. C'est à moi-même que je dois résister pour me bouger le soir et sortir quand même. C'est à moi-même que je dois résister d'abord pour accomplir, comme Marc Aurèle, mon métier d'homme. Si ennemi il y a bien, l'ennemi, c'est d'abord ici soi-même. Je reprends les exemples que je viens de proposer. S'il faut du courage pour se lever, c'est contre mon inclination à la paresse. S'il faut du courage pour penser par soi-même, c'est en résistant aux facilités des lieux communs, des dogmes et des opinions, et contre une tendance naturelle en chacun de nous à préférer le confort des idées toutes faites et des prêts-à-penser au risque des pensées à construire. Prenons même l'exemple du courage qui me permettrait de défendre une personne agressée.
Est-ce que ce serait avoir du courage d'abord contre l'agresseur? Sans doute. Mais l'ennemi, c'est d'abord moi, là aussi. Il faut d'abord que j'ai du courage contre ma peur. Et c'est seulement si j'ai du courage contre ma peur, et que je suis capable de lui résister, que je pourrai alors avoir du courage pour m'opposer à un agresseur. Et de même, le courage de rester raisonnable, bon, vous voudrez vous faire croire quelquefois qu'être raisonnable, c'est être un peu lâche, manquer de passion, ne pas avoir le courage de s'engager. Non, non, pas du tout. Être raisonnable, c'est avoir le courage de se laisser guider par sa raison. C'est avoir le courage de ne pas céder à la facilité des passions, des désirs, des représentations simples, pour justement rester maître de soi. Et donc, le courage n'est pas dans la passion. Il n'y a pas besoin de courage pour être passionné, il suffit de se laisser aller. On tombe amoureux, paraît-il. Et le propre d'une chute, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour y résister de toute façon. Hein? Eh bien non, le courage de rester raisonnable, c'est le courage de rester raisonnable contre ses passions. L'homme courageux, c'est donc celui qui a la force de se dominer lui-même. Alors on pourrait poursuivre notre examen en interrogeant le mot lui-même. Étymologiquement, j'ai découvert tout à l'heure en rentrant dans cette salle que j'avais dû écrire ça il y a quelques mois, donc allons-y. Que nous dit l'étymologie? Le mot courage, il vient d'où? Je ne sais pas si vous le savez, mais il a exactement la même racine que le mot cœur. Le cœur, c'est l'organe du courage. Avoir du cœur, dans ce sens-là, étymologiquement, c'est bien être courageux. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le cœur, là encore dans la tradition platonicienne, on renvoyait une faculté particulière de l'âme que Platon appelait thumos, T-H-Y-M-O-S, si vous voulez prendre note. Vous savez que Platon considérait que l'âme était tripartite. Il y a 3 parties dans l'âme, pour lui. Il y a une partie qui est rationnelle, ordonnée à la raison, qu'il appelle le nous. Enfin, il lui donne différents noms, ça dépend. Il y a une partie qui est sensible, ordonnée à la consommation, aux loisirs, aux appétits sensibles, manger, boire, voilà. C'est ce qu'il appelle épithumia. Alors, souvent on traduit ça par le bas-ventre. Bon, enfin, façon de parler, parce que l'âme n'a pas de ventre, bien évidemment. C'est une partie de l'âme chez Platon. Mais disons que son siège symbolique serait dans le bas-ventre. Et puis il y a ce qu'il appelle thumos, qu'on traduit parfois par le cœur, qui aurait son siège là, dans la poitrine. Et le thumos, c'est cette partie de l'âme qui est élan spontané vers ce qui est noble et élevé. Il y a en mon âme, pour Platon, une partie ordonnée à ce que la raison peut concevoir, une partie ordonnée à ce qui est grand et élevé, et une partie ordonnée, disons, à ce qui est sensible, à ce qui est bas dans l'esprit de Platon. Mais enfin, bon, là, je lui laisse la responsabilité de l'évaluation de ces bassesses. Donc, en tout cas, ça veut dire que l'homme courageux, chez Platon, c'est bien celui dont l'âme, dont la partie dominante de l'âme est le thumos. Dont la partie dominante dans l'âme, c'est justement ce qui le rend capable d'un élan spontané vers ce qui est noble et élevé. Et d'ailleurs, dans la République, eh bien, Platon considère que ceux dont l'âme est dominée par le thumos doivent être les gardiens de la cité, en gros les gendarmes et les militaires, qui sont vigilants contre, nous dit-il, aussi bien les ennemis extérieurs, ceux qui menacent la cité à l'extérieur, Sparte contre Athènes si vous voulez, que contre les ennemis intérieurs, ceux qui à l'intérieur même de la cité menacent l'organisation sociale et l'équilibre des fonctions. Et donc on voit que
dès les débuts de la réflexion philosophique, avec Platon, on est vraiment à l'aurore de la philosophie, le courage est bien compris comme une vertu du cœur. Je pourrais même tenter, mais ça va tout de suite poser un problème, de dire qu'être courageux, c'est avoir du cœur. Mais le problème, c'est qu'avoir du cœur, ça peut aussi nous tirer du côté de la sensiblerie. En fait, il y a deux manières d'avoir du cœur. Être courageux ou être sensible. Provisoirement, on va les distinguer. On verra s'il y a lieu de les opposer, voire de résorber d'ailleurs la distinction. Comme vertu du cœur, le courage serait force ardente de lutter, de s'opposer, de résister. En grec, surprise, le courage se dit andreia. Si vous voulez l'écrire en lettres latines, A-N-D-R-E-I-A. Je dis surprise, pourquoi ? Parce que s'il y en a parmi vous qui ont fait un petit peu de grec, ils auront reconnu derrière andreia, andros, qui est le génitif de aner, qui veut dire l'homme. Pas l'homme au sens de l'espèce humaine. L'homme, le vir latin, le mâle, l'homme masculin. Ça veut dire que dans le monde grec, le courage est lié à la représentation de la virilité. Être courageux, c'est être un homme. Un vrai, un pur, un dur. Un vrai mâle. Le courage serait donc alors une vertu mâle et virile. En poussant un peu le trait, et en étant un peu provocateur, mais là je joue simplement au grec, je dirais que quand les hommes ont du cœur, c'est qu'ils ont du courage, quand les femmes ont du cœur, c'est qu'elles sont sensibles. Et au passage, on rejoint ici un cliché contemporain, un peu grossier, et même très grossier, mais enfin quand on dit, en avoir ou pas, bien évidemment, on est plongé dans le même imaginaire du courage comme vertu mâle et virile. Celui qui en a, il est courageux. Celui qui n'en a pas, il est sensible. D'ailleurs, je voudrais à cet égard, oui, je crois qu'on a un petit peu de temps, bon, on n'en aura plus tout à l'heure, mais c'est pas grave, pendant qu'on en a, on en profite. Je voudrais d'ailleurs vous raconter une petite histoire que vous pouvez trouver dans un livre remarquable qui s'appelle « Des hommes ordinaires » de Christopher Browning. Et c'est l'histoire d'un bataillon de réservistes de l'armée allemande, 500 hommes recrutés, pas du tout parmi des prisonniers de droit commun, des hommes comme vous et moi, recrutés pour suivre l'armée allemande régulière dans sa marche vers l'Est et nettoyer les villages juifs sur leur route. Il est censé la suivre de quelques jours, et puis nettoyer derrière, donc exactions terribles, bien sûr, meurtre de femmes, d'enfants. Là, je vous passe bien évidemment la plus grande barbarie. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire sur laquelle a enquêté Christopher Browning, c'est que ces hommes qui sont des hommes ordinaires n'ont absolument pas été contraints de s'engager. On leur a exposé quel serait leur rôle, et il y en a 4, si j'ai bonne mémoire, qui se sont dit « Ah non, ça, on ne fait pas ». Ils se sont désistés, il leur est rien arrivé de particulier. Les 496 autres ont donc été engagés. Et Christopher Browning a pu interroger certains d'entre eux, certains qui ont survécu, âgés. Il dit, mais comment vous avez pu faire ça? Comment c'était jouable, quoi, hein? Il dit, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Il n'y a pas un de nous qui avait le courage. On rassemble des femmes, des enfants, des vieillards, il faut tirer dans le tas. Bon, okay. On n'avait pas le courage. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est donné du courage. On a bu, ça donne du courage, paraît-il. Et puis on a compris, on s'est dit, allez, si on en a vraiment, il faut qu'on fasse le sale boulot, quoi. D'accord, c'est pas du bon boulot, mais allez, on est des hommes, zut alors, on n'est pas des femmelettes. On en a, hein. Et si on en a, alors on doit pouvoir le faire.
Voilà au passage comment on passe du cœur aux testicules. Et voilà comment la valeur du courage se mesure à la capacité à faire le mal. Comment, dès qu'on fait du courage une vertu virile, on se dispose moins à la masculinité qu'à la violence, qu'à la violence et au mal. Une autre figure qui serait peut-être intéressant d'analyser ici, mais je n'aurai pas le temps de le faire, heureusement, il y a aussi Mère Courage. Bon, voilà, ça existe aussi. Bon. Donc vous voyez que le problème, c'est que si ce que je viens de vous raconter là renvoie à une étymologie qui est l'étymologie grecque, eh bien, le système de représentation du courage que l'on a hérité des Grecs, hélas, il perdure encore aujourd'hui. Je crois qu'il n'y aurait pas besoin de forcer grand monde pour dire, sans provoquer de grande holla, que le courage, c'est masculin, et que la sensibilité, c'est féminin. Ce qui est bien évidemment une absurdité. Donc, je viens de terminer la première partie de mon propos. Essayez d'y voir clair dans la nature du courage et dans le type de représentation que l'on déploie à partir de lui quand on essaie de se rendre attentif à ce qui se dit dans son étymologie, soit du côté du cœur, thumos, soit du côté de la virilité, andreia. Qu'est-ce que ça vaut? Alors le courage. On vient déjà de se rendre compte que ça vaut, comme on dit, ce que ça vaut. Hein. Le courage des assassins, il vaut bien évidemment leur violence et leur monstruosité. Le courage, on vient donc de se rendre compte clairement, je l'espère, qu'il est une valeur ambiguë. Il est une valeur ambiguë parce qu'il est la vertu des héros. On admire le courage d'Achille, on admire le courage, de Bayard, on admire le courage des héros, d'Hercule. Mais en même temps, on sait bien que le courage peut servir de soutien aux pires exactions. On vient de le voir avec l'enquête menée par Christopher Browning. Je prends un exemple, le fanatique kamikaze. Sans doute faut-il du courage pour résister à la tentation bien naturelle de maintenir sa vie coûte que coûte, pour se sacrifier au profit d'une cause. Mais le problème, c'est que le kamikaze a beau être courageux, ça ne fait pas de lui un homme vertueux. Se faire sauter avec une bombe accrochée à soi, ça ne prouve pas qu'on est un type bien, sous prétexte qu'on a eu assez de courage pour se faire sauter. Bref, le courage, s'il est une vertu cardinale, et il faut faire avec, la tradition philosophique classique le présente comme une vertu cardinale, n'en doit pas moins être gouverné. C'est une vertu qui doit être contrôlée. C'est une vertu qui doit être orientée parce qu'il peut servir au bien comme au mal. Au passage, ce n'est pas un privilège exclusif. Je pourrais dire exactement la même chose de l'intelligence. L'intelligence peut servir au bien comme au mal. Il y a des criminels absolument brillants. Là aussi, j'aimerais profiter de cette remarque pour vous renvoyer aussi à un topos classique, un lieu commun classique de la philosophie, dans lequel, justement, est représentée cette nécessité pour le courage d'être gouverné, contrôlé, orienté. C'est un texte que certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est ce qu'on appelle le mythe de l'attelage ailé dans le Phèdre de Platon. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle ce que c'est. Platon nous dit, voilà, on pourrait se représenter l'âme, encore une fois, autre modèle de l'âme chez Platon cette fois, comme un attelage composé de 2 chevaux. L'un est de bonne nature, l'autre
est de nature viciée. Un bon cheval, un mauvais cheval. Et puis, l'attelage, bien évidemment, est dirigé par un cocher. Ces deux chevaux, Tirahu et Adia, si on les laisse livrer à leur seule force. Le cheval vicieux, dans l'esprit de Platon, c'est le plaisir, qui ne connaît pas d'autre loi que le plaisir. Voilà. Et le cheval de bonne nature, c'est le courage, pour Platon. Bien sûr, Platon veut dire par là qu'il y a dans le courage quelque chose qui s'oppose à la puissance du désir. Et que le courage est capacité à résister à l'emportement de nos passions, à la puissance de l'épithumia, à l'élan de nos désirs. Mais le problème, c'est qu'on ne gouverne pas un attelage, enfin, on ne peut pas le dire comme ça exactement, mais un attelage, pour qu'il aille dans une direction donnée, il ne suffit pas que la puissance d'un cheval soit contrecarrée par la puissance de l'autre. Il faut un pilote dans le navire, il faut un cocher dans l'attelage, qui va précisément non pas supprimer l'un des deux chevaux, mais leur permettre de conjoindre autant que possible leurs forces pour que l'attelage puisse aller dans une direction qui est déterminée ni par le courage, ni par le plaisir, aussi aveugles l'un que l'autre, puisqu'on peut être courageux pour le pire, mais une orientation, une direction qui ne peut être donnée que par la raison. De même que le désir sans la raison peut être une puissance de jouir totalement désorientée et éventuellement immorale, de même, le courage sans la raison peut être une puissance monstrueuse et criminelle. Ce n'est pas seulement le désir en nous, épithumia, qui doit être contrôlé par la raison, ce qu'on appelle la tempérance en grec, phronésis, justement ça la tempérance, c'est aussi le courage qui, pour Platon, doit être contrôlé, orienté par la raison, sous peine de se perdre. Comment alors reconnaître le bon courage ? Quels critères pour cette reconnaissance ? Je crois qu'il y a un critère qui est relativement simple à saisir, c'est que, comme la justice authentique, d'ailleurs, on avait vu ça il y a quelques semaines, il n'est pas d'abord une façon de se servir soi-même, mais de se mettre au service d'autrui. Il y a sans doute là un critère décisif. Quand le courage est courage pour moi, il est moins vertueux que quand il est courage pour autrui, en faveur d'autrui. Une façon de s'oublier un peu. Bref, dans cette perspective-là, le courage est une façon de lutter contre l'amour de soi, l'amour propre. L'intérêt passionné pour nous-mêmes, c'est vrai qu'en général, on s'aime beaucoup. Bon. Voire plus, de résister au principe de conservation. Bien sûr que c'est naturel. Ce que j'appelle le principe de conservation ici, c'est cette espèce de pulsion naturelle qui nous pousse à préférer notre propre vie à tout autre. Et il est naturel, bien évidemment, de tout faire pour rester en vie et pour risquer sa vie le moins possible. Le problème, bien évidemment, c'est que la vertu, c'est parfois, justement, et c'est ce qui en fait une vertu, la capacité à contester le principe de conservation. Non pas au motif qui ne serait pas naturel, mais qu'une vie humaine, c'est pas simplement une vie selon l'ordre de la nature. Au passage, une vie qui conteste l'ordre de la nature, ce qu'on appelle une vie culturelle. Et donc, le courage peut aller bien évidemment jusqu'au sacrifice de soi. Se mettre en jeu et se risquer, c'est poser dans l'acte même que l'on accomplit que ce courage que l'on met en œuvre, on le met en œuvre non pas pour soi et pour conserver sa vie, pour ne pas mourir, même si il faut bien sûr parfois du courage
pour faire ce qu'il faut pour ne pas mourir, pour résister à un adversaire qui nous menace, bien sûr. Mais on se rend compte que le courage est plus grand et plus moral quand il ne s'agit pas de résister à un adversaire qui nous menace, mais quand il s'agit d'abord de résister à un adversaire, quelqu'un qui menace autrui. Se jeter à l'eau pour sauver un inconnu de la noyade, non seulement, bien évidemment, c'est là un geste de courage sans doute indubitable, mais on reconnaît ici la valeur morale d'un tel courage, mis au service d'autrui. Alors à ce niveau de notre réflexion, j'aimerais poser cette question. Si le pouvoir est si polyvalent, pourquoi n'a-t-on fait une vertu cardinale? Curieux quand même. Dès l'Antiquité, dès Platon, on se rend compte de cette ambiguïté du courage, et pourtant, très tôt, dans l'histoire de la pensée occidentale, on l'intègre dans une liste, c'est vrai qui a parfois évolué, 4, puis 5, puis retour à 4, mais le courage en a toujours fait partie. Pourquoi? Je crois qu'il y a quand même une certaine sagesse. C'est que quand le courage est bon, c'est-à-dire quand il est tourné vers autrui, il soutient bien toutes les autres vertus. Il faut du courage pour être généreux, parce que notre mouvement naturel est rarement à la générosité. Il faut du courage pour être miséricordieux. Je vous rappelle que la miséricorde, c'est la vertu du pardon. Ce n'est pas simple de pardonner. Il n'y a peut-être même pas grand-chose de plus difficile. Mais c'est justement parce que ce n'est pas simple qu'il faut du courage pour pardonner. Si vous pardonnez sans courage, ce n'est pas pardon, c'est faiblesse. Votre pardon n'est vertueux que s'il est courageux. Sinon, c'est au fond que vous en fichez. Vous le laissez faire, vous le laissez passer, c'est bon. Mais ce n'est pas pardonner, ça. Il n'y a de pardon authentique que courageux. Il faut du courage pour être humble. Notre tendance naturelle est de nous glorifier nous-mêmes, de nous préférer à tout autre, et de nous trouver tout un tas de vertus que les autres sont assez sots pour ne pas toujours reconnaître. Mais l'humilité réelle, qui n'est pas une façon de s'humilier, mais de se reconnaître à la mesure de soi-même, exige bien évidemment du courage. Le courage de se regarder en face. Même chose pour une autre vertu très à la mode, à laquelle je consacrerai, je crois, dans quelques semaines une soirée, la tolérance. Il faut du courage pour être tolérant. Sinon, la tolérance vire simplement à l'indifférence. La tolérance sans courage, c'est l'indifférence. Ce que je tolère, c'est ce que je pourrais refuser et que je consens à supporter, pas parce que je n'ai pas la capacité de réagir, mais parce que j'ai la vertu de laisser être. Eh bien, on voit que s'il n'y a pas de générosité sans courage, pas de pardon sans courage, pas d'humilité sans courage et pas de tolérance sans courage, on comprend cette sagesse des anciens qui, malgré tout, et malgré son ambiguïté, ont su voir dans le courage une vertu cardinale, c'est-à-dire au sens propre, une vertu qui supporte toutes les autres. C'est d'ailleurs ce que Churchill disait lui-même, je le cite, « Le courage, disait-il, est la première des qualités humaines parce qu'elle est la qualité qui garantit toutes les autres. » On pourrait même sans doute aller plus loin et remarquer que non seulement le courage soutient les vertus traditionnelles, générosité, miséricorde, humilité, tolérance, mais on pourrait même aller jusqu'à risquer la proposition suivante. Il serait une vertu cardinale au sein même des vertus cardinales. C'est-à-dire qu'il soutiendrait les autres vertus cardinales. Peut-on être juste, réellement, sans courage? Peut-on
être tempérant réellement, et non pas tiède. La tempérance, ce n'est pas la tiédeur. Sans courage. Peut-on être prudent? Alors attention. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur la prudence, non, je ne crois pas. La prudence comme vertu cardinale, ce n'est pas la prudence au sens où on l'entend aujourd'hui couramment à notre époque. Hein. La prudence au sens courant, c'est au fond cette espèce d'attentisme un peu lâche qui fait que, bon, on hésite un petit peu avant d'agir. Bon. Ce que les latins appelaient prudence, prudentia, et qui traduisait le grec phronesis, et qu'on traduit du coup par prudence, c'est pas ça. La prudence pour les Grecs, c'est cette sagesse qui me rend capable de prendre la mesure la plus précise possible des conditions de mon action. C'est ne pas foncer tête baissée, s'arrêter sur les circonstances, évaluer mon pouvoir d'agir en rapport avec ces circonstances, en vue de l'action la plus efficace possible. Je l'avais dit là il y a plusieurs mois, la prudence ainsi comprise, la phronésis, c'est la vertu de l'efficacité. C'est ce qui nous rend capables d'être efficaces. Et là, bien évidemment, ne pas foncer tête baissée, prendre le temps d'analyser les circonstances, évaluer ses propres forces et ses propres moyens. Ça demande aussi une capacité à résister à ces impulsions naturelles. Ça demande aussi du courage. Bon, je pourrais me poser une autre question, moi je ne l'affronterai pas là, hein, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que toutes les vertus cardinales, d'une certaine manière, se soutiennent les unes les autres? Ça, j'en sais rien. Je ne me suis pas posé la question, en fait. Mais le courage, en tout cas, n'est pas seulement une vertu qui soutient les vertus traditionnelles, il est bien, enfin sinon vous me le direz si vous n'êtes pas d'accord tout à l'heure, mais il est bien une vertu qui soutient les autres vertus cardinales. Du coup, le courage ainsi compris n'a bien évidemment plus rien à voir avec la virilité. Il n'a plus rien à voir avec les représentations liées à l'Andréia des Grecs. Et il me semble même qu'on peut maintenant se dire que le vrai courage conjoint les deux sens de l'expression « avoir du cœur ». On peut y revenir, c'est bien une affaire de cœur. Mais, je vous disais tout à l'heure, souvenez-vous, que avoir du cœur, ça peut être considéré de manière assez médiocre comme la figure de la sensibilité généreuse, voilà, une vertu féminine, diront certains, ou la vraie force d'âme, vertu virile, paraît-il. Là, maintenant, on peut dépasser, je crois, cette opposition en ce qu'elle a d'abusif, de gratuit. Le vrai courage conjoint l'un et l'autre. Il est vertu du cœur au sens plein, il est à la fois sensibilité généreuse et force d'âme. Je ne peux pas me risquer au bénéfice d'autrui sans une sensibilité généreuse qui me rend capable de souffrir de sa souffrance. Et je cite ici André Comte-Sponville, dont je vous conseille d'ailleurs la lecture, en particulier le petit traité des grandes vertus. C'est un petit livre vieux déjà, qui a eu un gros succès. Je sais bien que parfois on reproche à la philosophie populaire et puis commerciale, dans le sens où elle se vend bien, d'être médiocre. C'est pas nécessaire. C'est pas parce qu'un livre se vend bien qu'il est médiocre, et c'est pas parce qu'un livre se vend mal qu'il est bon. Non, je crois que ce petit traité des grandes vertus est un bon exercice de philosophie pratique accompli par Comte-Sponville. Et justement, si vous voulez poursuivre un petit peu la réflexion que j'engage avec vous ce soir, vous trouverez un bon chapitre sur le courage, qui n'est sans doute pas le meilleur de ces chapitres, mais il analyse les unes après les autres toute une série de vertus. Et puis, en s'appuyant sur sa culture philosophique qui est réelle, Comte-Sponville, c'est pas Michel Onfray, ça c'était une pique un peu gratuite, mais enfin bon, eh bien, il déploie une pensée qui est une pensée authentique. Et je le cite ici. Ce courage-là, la citation n'est pas commencée,
qui conjoint la sensibilité généreuse et la force d'âme, il en dit ceci: ce n'est plus le courage des durs, c'est le courage des doux. Et après tout, c'est peut-être le plus beau des courages. Or, bien sûr, dès lors qu'on a écarté l'idée selon laquelle le courage véritable serait le courage des durs, il ne faudrait pas se mettre à croire que le vrai courage est le courage des mous. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courage véritable sans une volonté ferme. Et là encore, soyons précis, une volonté ferme, ce n'est pas une volonté fermée. Ne confondons pas la fermeté et la fermeture. Si la fermeté est une vertu, et une vertu qui requiert du courage, tenir bon, la fermeture est un vice qui nous rend incapables de nous ouvrir, de nous remettre en question et de nous remettre en jeu nous-mêmes. J'évoquais tout à l'heure la figure du velléitaire. S'il manque de courage, c'est exactement parce qu'il manque de fermeté. Il ne tient pas fermement son désir. Il ne tient pas fermement ce qu'il veut. Mais si le courage est la manifestation d'une volonté ferme et non pas fermée, ça veut dire aussi qu'il n'est pas une disposition innée du caractère. Là aussi, tordons le cou à un certain nombre d'idées reçues pseudo-savantes ou pseudo-scientifiques. Il n'y a pas de gène de courage, pas plus qu'il n'y a de gène de l'alcoolisme. Mais si le courage n'est pas une disposition innée de caractère, on ne naît pas courageux, on le devient en apprenant à affermir sa volonté, et ça s'apprend, et ça se forme. Ça veut dire, bien évidemment, que le courage peut être éduqué. L'éducation au courage, c'est l'éducation de la volonté qui apprend à tenir fermement, sans se braquer ni se durcir. D'une volonté qui est ferme, sans jamais être dure. Nous approchons donc maintenant de la troisième des parties que je vous ai proposées et que je vais aborder en me posant cette question. Mais au fond, pourquoi être courageux? À quoi bon? Je vais préciser, si vous voulez, le sens de ma question. Pourquoi une société aurait-elle besoin d'individus courageux? Et depuis quelques mois, chaque fois que j'utilise le mot société, je l'utilise dans un sens très ample, très large. Ça peut être une société au sens de la société française, ça peut être une société au sens d'une entreprise, ça peut être une société au sens d'une association, peu importe. Pourquoi une société aurait-elle besoin d'hommes courageux? Et donc je vais essayer de vous montrer dans cette troisième partie que le courage est une vertu publique, au sens où il est une vertu à la fois sociale et politique. Au fond, cette idée, on l'a déjà vue venir. Je vous ai dit tout à l'heure que le courage n'est bon qu'à être mis au service d'autrui, ce qui veut dire déjà qu'en tant que tel, il est bel et bien une vertu sociale. Il a une fonction pour la vie publique bien davantage que pour la vie privée. C'est pas dans l'exercice de sa vie privée qu'on a besoin le plus de courage, c'est dans la mise en jeu de sa vie publique. Essayons de comprendre pourquoi. Il va falloir comprendre, bien évidemment, ici par vie privée, ce que Hannah Arendt appelle par vie privée la vie domestique, repliée sur la sphère de ses intérêts propres. Et donc la vie privée, c'est le domaine des affaires humaines organisé autour du souci de soi. Ce qui me regarde en privé, c'est bien ce qui est mon problème.
Ma vie privée, c'est mon affaire. Et elle est organisée autour des soucis, dont j'entends soucis dans le sens très large, des intérêts particuliers et spécifiques qui sont les miens. Et l'ensemble de ces intérêts particuliers, de ces désirs particuliers, c'est ce que Hannah Arendt appelle le souci de la vie. Or, ce souci de la vie, tel que le désigne Hannah Arendt, est un souci à deux faces, si vous voulez. L'une de ces faces, c'est le souci de sécurité. La vie privée est un espace où on essaie d'assurer la plus grande sécurité possible, dont la maison, d'ailleurs, bien fermée, bien calfeutrée, est en quelque sorte l'image, la métaphore, le jardin bien clos. Je ne suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit, je suis en train simplement de faire une sorte de constat, si vous voulez. Ce souci de sécurité, il est ordonné à ce principe que j'appelais tout à l'heure le principe de conservation. Il est normal que l'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour nous conserver, non seulement en vie, mais le mieux possible. Et si on considère comme insécurisant tout ce qui menace cette possibilité pour nous de nous conserver, alors, bien sûr, le souci de sécurité répond à un principe de conservation. C'est l'un des deux aspects de la vie privée, selon Hannah Arendt. Le deuxième aspect du souci de la vie, c'est ce qu'elle appelle le souci de vitalité. C'est-à-dire, au fond, dans la sphère privée, nous éprouvons, c'est vrai, assez souvent, le désir ou le besoin de vérifier que nous sommes vraiment vivants, qu'on n'est pas encrouté dans le conservatisme, qu'on est encore quand même capable de risquer quelque chose de nous-mêmes. Exemple, et je le reprends à Hannah Arendt, je ne l'invente pas celui-là, l'audace de l'aventurier qui risque joyeusement sa vie pour se sentir profondément vivant face au danger et à la mort. Ou l'audace, moins spectaculaire peut-être, de celui qui se jette du haut d'un pont, un élastique accroché au pied. On est dans le domaine de la vie privée ici. Qu'est-ce qui est en jeu ? Là où apparemment on est à l'opposé d'un souci de sécurité, on est toujours malgré tout dans le souci de la vie, c'est-à-dire dans le souci de la vitalité. Le besoin de se sentir vivant, le besoin de se sentir exister. Et parfois, pour certains, et pour tous à différents degrés, on ne se sent vraiment vivant que quand on a l'impression de tromper un peu la mort. Le trompe la mort comme figure d'un certain courage, peut-être. Mais justement, c'est pas ça, le courage. C'est pas être courageux que de sauter d'un pont, un élastique accroché aux deux chevilles. C'est pas être courageux que de jouer Indiana Jones dans une contrée un peu inquiétante. C'est sans doute très bien. Ça peut être exaltant, si on aime ça. C'est sans doute une expérience par laquelle nous nous sentons profondément vivants, ça. Très bien. Mais comment appelle-t-on cet état d'esprit qui nous rend capables de ce genre de geste? C'est pas le courage, c'est la témérité. On a besoin parfois d'actes téméraires dans notre vie privée pour nous sentir vivants. Mais si la témérité est une vertu privée, elle n'est pas le courage qui, c'est du moins ma thèse, est une vertu publique. Et d'ailleurs, ajoute Hannah Arendt, avec une sorte de perfidie mais parfaitement contrôlée, la témérité n'est pas moins en rapport avec la vie que la lâcheté. Quand je suis lâche dans ma vie privée, c'est au nom d'un principe de conservation, du souci de sécurité qui est l'une des deux modalités du souci de la vie. Quand je suis téméraire, c'est au nom de mon besoin de vitalité, de mon souci de vitalité, qui est l'autre aspect du souci de la vie. La lâcheté est à la sécurité, ce que la témérité est à la vitalité. Je voulais exprimer ça sous la forme d'une analogie proportionnelle.
Ces réflexions que je viens de vous présenter rapidement, vous les trouverez dans un texte qui s'appelle « La crise de la culture », un livre tout à fait passionnant. Dans la deuxième partie, un texte intitulé « Qu'est-ce que la liberté ?» Du coup, qu'est-ce que c'est alors que la vie publique? On a essayé de configurer l'espace de la vie privée, structuré par le souci de la vie, dont les deux formes sont le souci de sécurité et le souci de vitalité. Voyons alors ce qu'est la vie publique. C'est pour Hannah Arendt, toujours, c'est elle que je suis dans cette troisième partie, le domaine des affaires humaines qui n'est pas ordonné au souci de soi et au souci de sa vie. La sphère publique, c'est la sphère de l'action avec et pour les autres. Dans la sphère privée, ce que je fais est ordonné à ma vitalité ou à ma sécurité. Dans la vie publique, ce que je le fais non seulement avec d'autres, mais pour d'autres. Quand je m'engage dans une association, même dans un club de football, ce n'est pas seulement, et peut-être même pas d'abord, pour moi, c'est pour d'autres, pour que des enfants puissent jouer. Quand je m'engage dans la vie publique, politique ou sociale, quelles que soient mes arrière-pensées, dès lors que je m'engage dans la vie publique, j'agis avec d'autres et j'agis pour d'autres. Là encore, on remarquera que cette capacité à s'engager dans la vie publique ne va pas de soi, qu'elle n'est pas naturelle. Il est sans doute plus naturel de préserver son quant à soi, de veiller à sa sécurité, de cultiver sa vitalité, de bien soigner sa maison et ses clôtures, que de s'engager au service d'autres, que de vivre et agir, non plus pour soi et sa famille, mais pour d'autres qui ne sont rien pour moi, affectivement, et avec eux. Mais alors, si l'engagement dans la vie publique n'est possible qu'à condition de résister à l'inertie de la vie privée, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement possible dans la vie publique sans courage. Si le courage est ce qui vient contrecarrer mes tendances spontanées, alors effectivement, il faut du courage pour passer de la sécurité et de la vitalité de la vie privée à l'engagement, à l'action avec et pour autrui, qui caractérise la vie publique. Je vais encore vous proposer un petit texte un peu long, mais vous le trouverez facilement, toujours dans le même texte, « Qu'est-ce que la liberté dans la crise de la culture ?» Je vous lis quelques lignes de ces pages d'Hannah Arendt. Dans la protection de la famille et du foyer, toute chose doit servir la sécurité du processus vital. Même de quitter la sécurité protectrice de nos quatre murs et d'entrer dans le domaine public, cela demande du courage. Non pas à cause de dangers particuliers qui peuvent nous y attendre, ce n'est pas du tout une affaire de danger, mais parce que nous sommes arrivés dans un domaine où le souci de la vie a perdu sa validité. Le courage libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce qu'en politique, ce n'est pas la vie qui est en jeu, c'est le monde. Quelques points de commentaire, c'est un texte d'une densité tout à fait exceptionnelle, sur lequel, bien sûr, on pourrait s'étendre, et je vais essayer de ne pas le faire, mais je rassemble, si vous voulez, quelques-uns des éléments qui me semblent absolument décisifs. Bon, d'abord, on retrouve bien sûr cette idée
que la sécurité relève au fond du processus vital. Chercher à se sentir davantage vivant ou chercher à préserver sa vie, ce sont deux modalités du souci de la vie qui ne requièrent pas nécessairement de courage. Ce n'est pas là que le courage se joue. Deuxième idée importante de ce texte, le courage n'y apparaît pas, mais maintenant on y est préparé, comme une affaire de danger, mais comme une affaire d'engagement de soi hors d'un milieu sécurisé. Et non seulement d'engagement de soi hors d'un milieu sécurisé, mais d'engagement de soi hors d'un milieu ordonné à sa vie. Quand vous travaillez dans une entreprise, avec et pour d'autres, eh bien, non seulement vous êtes dans un milieu qui n'est pas un milieu sécurisé, vous n'êtes pas tranquillement chez vous, mais ce qui est en jeu, ce n'est pas votre vie. Ce qui est en jeu, c'est le monde au sens large, c'est-à-dire une action à accomplir dans le monde qui n'est pas au service de votre propre vitalité. Autre chose intéressante dans ce texte, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas une conférence, celle d'Hannah Arendt, intitulée « Qu'est-ce que le courage ?» mais « Qu'est-ce que la liberté ?» C'est-à-dire que ce qu'Hannah Arendt est en train de nous dire, c'est que l'enjeu du courage, c'est la liberté. Il faut du courage pour s'engager librement. Et s'engager librement, c'est se risquer dans le monde, dans son extériorité. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi il faut du courage ? Là aussi, je vous renvoie à quelques propos que j'ai tenus lors de la conférence sur l'efficacité, je crois. Mais le propre des affaires mondaines, c'est qu'elles sont imprévisibles et non maîtrisables. Quand on s'engage, on ne sait pas comment ça va se passer. Si vous vous engagez pour entraîner une équipe de football, vous ne savez pas si les joueurs que vous entraînez joueront bien et s'ils gagneront le championnat. Non seulement ça ne vous dispense pas de vous engager, mais ça requiert d'autant plus votre engagement. Si vous vous engagez en politique, vous ne savez pas si vous serez élu, réélu, efficace, pertinent. Non seulement ça ne vous dispense pas de vous engager, mais ça requiert d'autant plus votre engagement. Et c'est justement la même chose dans une entreprise privée. Votre engagement, vous n'êtes jamais absolument certain d'avance qu'il portera des fruits. Ce que vous allez faire en agissant n'est pas nécessairement proportionné aux résultats que vous allez obtenir. Mais là encore, c'est pour cela que vous avez besoin de ce courage qui vous permet d'agir véritablement. C'est précisément parce qu'on est désormais dans un milieu non sécurisé qu'il faut du courage pour agir, c'est-à-dire pour faire face à ce qu'il y a d'imprévisible et de non maîtrisable dans le cours des affaires mondaines. Dans le cours des affaires du monde, bien sûr. Un mondain ici n'a rien à voir avec quelques fantasmes aristocratiques. Bref, le courage sert l'action publique comme il sert l'action collective. Et s'il faut du courage, on le comprend mieux maintenant, c'est parce qu'agir, c'est toujours se risquer. Je crois que pour bien comprendre, il faut bien distinguer un comportement et un acte. Ce qui nous empêche éventuellement de bien comprendre qu'agir, c'est se risquer, c'est qu'on confond souvent les deux. Un comportement est normalisé. Un comportement est adapté d'emblée à une situation particulière. Très bien. On ne prend pas de risque quand on se comporte conformément à la manière dont on doit se comporter. Et généralement, il est calibré. On sait quel comportement on attend de nous dans une classe. On sait quel comportement on attend de nous devant nos parents si on est un enfant. Et on sait quel comportement on attend de nous dans une entreprise si on est salarié. Très bien. Ça ne mange pas de pain, un comportement. Je dis même parfois par provocation que le comportement, c'est la part animale de notre humanité. Le comportement, c'est animal, c'est une affaire d'éthologie. L'action, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a pas de modèle préétabli de l'action.
Agir, c'est toujours se risquer, inventer une manière de se conduire soi-même. Investir soi-même le champ du réel sans filet. Et donc agir, c'est toujours se risquer. Agir vraiment, c'est prendre une décision à laquelle on donne la possibilité de s'accomplir, parce que notre volonté est ferme, sans jamais être sûr que le jeu en vaudra la chandelle, que ce sera efficace ou performant, et que le résultat obtenu sera à la hauteur de mes espérances. Eh bien, pour agir sans pouvoir être sûr que le résultat sera à la hauteur de mes espérances, sans être sûr que le bénéfice sera effectif, et sans être sûr que le jeu en vaut la chandelle, bien évidemment, il faut du courage. Parce que la tentation naturelle serait de se dire « trop risqué, soyons prudents », d'une prudence qui n'aurait plus rien de la vertu. Dans ce cas-là, l'abstention vaut peut-être mieux que l'action. Il faut du courage pour préférer l'action à l'abstention dans un contexte mondain de grande incertitude. Pour le dire autrement, et pour préciser un petit peu quelle est la nature de ce risque que je prends chaque fois que je m'engage dans le monde, eh bien, je rajouterais que dans le domaine des affaires publiques, je rencontre toujours deux obstacles. Le premier, on l'a compris, c'est le monde lui-même, dont la fragilité est essentielle. C'est un monde mouvant et instable qui ne se plie jamais à mes désirs. Rien n'est plus changeant qu'une situation conjoncturelle particulière. L'état d'un marché, à un moment donné, n'est plus celui du même marché, qui n'est pas même le même, à un moment ultérieur. Et donc, bien évidemment, agir dans un monde qui est toujours en train de se reconfigurer, de changer, de modifier, de se restructurer, c'est devoir s'engager dans un contexte de haute incertitude. Bien sûr, il faut du courage. Mais bien sûr, il y a un deuxième obstacle aussi. Dans le domaine des affaires publiques, le second obstacle, c'est autrui lui-même, et pas seulement le monde. Autrui qui ne veut pas nécessairement ce que je veux. Autrui qui n'est pas nécessairement d'accord avec moi. Ou pire que de ne pas vouloir ce que je veux, autrui qui veut ce que moi aussi je veux, mais que je veux pour moi. Et donc, bien évidemment, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation de concurrence. S'engager pour essayer d'obtenir une promotion, c'est accepter, bien évidemment, de se mettre en concurrence avec d'autres qui veulent la même chose que moi. On peut dire « Oh là là, trop compliqué, faut se battre, moi je suis un type cool, ça ne m'intéresse pas ». Derrière un discours de la vertu, il y a parfois simplement la libide à l'acheter. Ça peut exister aussi, après tout. Ça veut dire que vraiment, celui qui est courageux, c'est celui qui est dans la situation extrêmement complexe, et en partie paradoxale, d'avoir à la fois à agir pour autrui, et pas seulement pour son propre compte, et contre autrui, qui n'est jamais réductible à ce que je désirerais qu'il soit. Bref, juste avant de conclure, je vous propose de synthétiser tout ce que je viens de vous dire en une phrase. Le courage, en une définition que je vous propose pas comme la vérité ultime sur le courage, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander, mais comme une proposition éminemment discutable. Je vous propose de définir le courage ainsi. C'est la vertu de l'action dans un contexte insécurisant d'incertitude. Le courage est la vertu de l'action dans un contexte insécurisant d'incertitude. Si vous m'accordez encore quelques minutes avant que nous puissions dialoguer ensemble, je voudrais rajouter quelques éléments quand même de conclusion. D'abord, une sorte de bilan en forme de rappel de ce que j'ai essayé de vous dire d'essentiel. D'abord, donc, le courage est une vertu, en tant qu'il n'est pas d'abord ordonné à soi, à ses intérêts propres, à sa propre vitalité. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de courageux
à sauter d'un pont avec un élastique au pied. Ça ne veut pas dire que c'est lâche, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça a peut-être un tas de vertus, mais pas le courage. Même s'il peut y avoir une certaine témérité, bien sûr. Autre point de rappel auquel je tiens, le courage n'est pas un élan naturel, il est au contraire résistance. Mais non pas d'abord résistance à une adversité extérieure, même quand il se manifeste face à une adversité extérieure, il est d'abord résistance à soi, à certaines tendances naturelles, à la lâcheté, au confort, à la paresse, à la sécurité. Le courage, comme fortitudo, comme force d'âme, est la force de dire non à soi-même. Mais attention, un non n'est vertueux qu'à être l'expression d'un oui plus profond. Et c'est peut-être aussi cela que je voudrais évoquer encore, en disant non à la paresse, en disant non à la lâcheté, au confort et à la sécurité, et y compris d'ailleurs le confort et la sécurité des idées toutes faites. Si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est, j'ose le croire, parce que nous avons assez de courage pour résister à la tentation des idées toutes faites. C'est la vocation même de la philosophie. Eh bien, en disant non à la paresse, à la lâcheté, au confort et à la sécurité, je dis non à ce qui réduit ma puissance de penser et d'agir en homme libre. Voilà ce à quoi je dis non quand je suis courageux, à tout ce qui réduit ma puissance de penser et d'agir en homme libre. Mais alors, en disant non à ce qui réduit ma puissance de penser et d'agir en homme libre, je dis oui à ce qui augmente cette puissance et à ce qui augmente ma liberté. Or, Spinoza appelle joie cette passion, alors il utilise le mot passion, mais pour dire simplement ici un sentiment, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse de spinozisme, mais bon, qui est le signe de notre liberté comme puissance d'agir. C'est-à-dire que Spinoza nous dit ceci, chaque fois que nous agissons véritablement, c'est-à-dire que nous sommes la cause de nos actes, la cause efficiente de nos actes, eh bien, nous éprouvons quelque chose que Spinoza appelle la joie. La joie de l'enfant qui agit par lui-même et d'après son propre fond, qui n'est plus simplement en situation d'obéir ou de se laisser conduire, mais qui trouve en soi les ressources d'une action authentique. Bref, la puissance d'agir, c'est le contraire de la force qui nous retient, et quand nous exerçons véritablement notre puissance d'agir, le signe de l'accroissement de cette puissance, c'est pour Spinoza la joie. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, la joie ? Bon, d'accord, c'est bien, la joie, mais justement, là où je veux en venir, c'est à une citation, là aussi, de quelqu'un qui s'appelle Paul Tillich, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un théologien protestant, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Le courage d'être ». Ça peut être aussi, après tout, une lecture tout à fait intéressante. Et j'en ai extrait cette formule. La joie, écrit Paul Tillich, est l'expression sur le plan émotionnel du oui courageux à notre être propre et véritable. Je la reprends, je crois que ça vaut la peine quand même de la noter. La joie est l'expression sur le plan émotionnel du oui courageux à notre être propre et véritable. C'est-à-dire, au fond, en disant non à ce qui nous retient, quand nous sommes courageux, nous disons oui à ce que nous sommes vraiment, le plus profondément, le plus authentiquement, ou au moins à ce que nous avons vocation à être. Bref, il faut d'abord dire oui à soi pour pouvoir dire non à ceux qui nous aliènent. Un oui à soi entier et sans réserve. Il faut dire oui à soi pour pouvoir dire non à ceux qui nous attachent, à ceux qui nous retiennent ou à ceux qui nous installent. Le courage n'est donc pas un simple non, il est un non au non, il est un non au carré, si vous voulez. Il est un non à la force de s'opposer à ce qui s'oppose à notre liberté.
Et je peux donc conclure, c'est là que j'ai essayé de vous conduire, si le courage est une vertu, et s'il est une vertu cardinale, il est la vertu de la liberté. Je vous remercie. Voilà, alors comme d'habitude, on prend quelques minutes encore pour dialoguer ensemble très librement. Une interrogation, il n'y a pas de courage dans la vie privée. Il y a une distinction qui a été faite pendant un moment qui laissait entendre que c'était réservé à la sphère publique. Ça me semble pas nécessairement correspondre à la Oui. réalité. Oui, je me doutais bien que quelqu'un réagirait, qu'il y avait quelque chose de provocateur. Bon, c'est vrai que j'ai présenté clairement cette thèse comme la thèse d'Hannah Arendt. Au fond, le courage est une vertu de la sphère publique, il n'est pas une vertu de la sphère privée. Je crois que, en même temps, je ne vais pas me désolidariser d'elle sous prétexte que vous me posez cette question. Ce serait un petit peu lâche de ma part et pas très courageux quand même. Au fond, ce qui nous est donné à penser ici, je crois, c'est la véritable nature du courage. Et c'est vrai qu'on ne le comprend véritablement que si on comprend en même temps la véritable nature de l'action. Ce que veut dire Hannah Arendt, c'est que la vie privée est structurée par des comportements, des habitudes qui sont devenues courantes, communes, une sorte de routine, si vous voulez, qui fonctionne à peu près bien, tant, bien évidemment, et ce serait la limite de la pertinence sans doute de la thèse d'Hannah Arendt, tant qu'il n'y a rien qui, du monde, vient enrayer la mécanique d'une vie privée bien rodée. Une grave maladie, un grave problème social, ou ce que vous voulez. Ça veut dire, au fond, tant que la vie privée ne dysfonctionne pas, tant qu'elle est une vie privée fonctionnelle, elle est en quelque sorte quelque chose de rodé, qui requiert sans doute plein de qualités, mais au fond, qui n'exige pas grand-chose d'autre de nous qu'une capacité à veiller à notre bien-être, c'est ce qu'on fait essentiellement dans notre vie privée, à notre confort, à notre prospérité et à notre sécurité. C'est sans doute de bon sens, mais ça n'exige pas de courage particulier. Que je sois courageux ou pas, ça ne changera pas grand-chose à la façon de veiller à mes intérêts, au confort de mes enfants, à leur bien-être, et de veiller, pourquoi pas, parce que tout se passe le mieux pour eux. Quand est-ce que la question du courage se pose, donc, pour Hannah Arendt? Quand justement, ce que nous avons à accomplir, à faire, n'est plus simplement prescrit et déterminé par les modalités usuelles d'un comportement devenu quotidien, bien rodé. Quand justement nous sommes pris au dépourvu et que ça ne se passe pas exactement comme prévu. Et dans ce cas-là, sans doute, alors faut-il du courage. Du courage pour réinventer des types de relations qui ont été fracassés par un accident ou un événement. Du courage pour faire face à une situation, à une épreuve imprévue et qu'il faut bien affronter. Mais on voit bien alors la différence. C'est que le courage est la vertu ordinaire de la vie publique, il est la vertu extraordinaire de la vie privée. C'est-à-dire que le courage n'est une vertu de la vie privée qu'en situation de dysfonctionnement de la vie privée. Une autre question ? Je voulais savoir, quand vous parliez de liberté, pensez-vous que nous sommes toujours libres d'être courageux ? Oui, c'est vrai que quand je vous ai dit que le courage est la vertu de la liberté, c'est qu'il est une vertu qui ne déploie véritablement son sens, qui ne manifeste son sens
qu'à partir du moment où nous découvrons qu'il est la condition même de la liberté. Il n'y a pas de liberté réelle sans courage. Une liberté que j'éprouverais simplement de manière affective, se sentir libre, parce qu'il n'a rien à voir avec la liberté, soit dit en passant, c'est un abus de langage total, mais une liberté qui serait simplement affective serait une liberté qui ne requerrait strictement aucun courage. Au fond, c'est ce qu'on appelle le bien-être. C'est assez stupéfiant qu'on en arrive à un degré d'aveuglement qui nous rende capable d'appeler liberté ce qui est simplement sensation de bien-être. Ah, je me sens libre. Bon, ça m'a toujours stupéfait, hein, mais bon. Passons donc là-dessus. Le courage n'est véritablement le courage qu'à condition d'être ordonné, excusez-moi, à une liberté authentique. Mais c'est vrai que votre question prend en quelque sorte le problème dans l'autre sens. Est-ce que la liberté doit être à l'origine du courage? Alors, ce qui posera un problème, bien évidemment, puisque ça veut dire que si la liberté présuppose le courage, et si elle en est en même temps la condition, ça veut dire que la liberté se présuppose toujours elle-même. Ce qui d'ailleurs n'est pas absolument impensable, mais là, ça nous conduirait peut-être assez loin. Alors je vais répondre assez simplement quand même à votre question, en reprenant la thématique simplement de l'éducation. Le courage s'éduque. C'est ce que j'ai tenu à signaler. On ne naît pas courageux, on n'est pas plus qu'on ne naît alcoolique. On apprend le courage en apprenant, et bien sûr que c'est difficile, à affermir sa volonté. Et pour cela, on a besoin d'être éduqué. Et qu'est-ce que c'est que l'éducation, au sens propre? Ex ducere, ce qui nous conduit, ducere, ex, en dehors de la nature. C'est-à-dire ce qui nous arrache à nos tendances naturelles. Tant que je suis pris dans le jeu de mes tendances naturelles, je me laisse vivre, c'est ce que Freud appelle le principe de plaisir, le ça. Voilà, je me laisse vivre, nul besoin de courage pour cela. Or, l'éducation, c'est précisément ce qui, en m'arrachant à la tyrannie de mes tendances naturelles, ouvre pour moi l'espace d'une invention possible de moi-même par moi-même. C'est-à-dire que l'éducation, quand elle est autre chose qu'un formatage des habitudes ou qu'un conditionnement social, c'est-à-dire ce qui est peut-être assez rare, je vous l'accorde, mais une éducation véritable, eh bien, c'est donc bien une libération. Éduquer, c'est libérer. C'est libérer l'enfant d'un attachement pulsionnel à la nature qui ouvre pour lui la possibilité de devenir lui-même, de se faire être, de devenir l'auteur de sa propre vie. Et cette libération-là, elle est la condition du courage. C'est quand mon éducation m'a libéré de la nature, qu'effectivement, je peux découvrir que ce qui fait mon humanité ne réside pas dans la force de mes pulsions, mais dans ma capacité à me construire, parfois contre elles, et y résister. Et du coup, on voit bien que cette liberté, à partir de laquelle je peux agir courageusement, n'est pas tout à fait la même que celle que je façonne, que je constitue, lorsque j'agis courageusement. C'est-à-dire qu'en partant d'une liberté qui m'est donnée par l'éducation, c'est-à-dire que je ne me suis pas donné à moi-même, s'il a bien fallu que je la reçoive d'un autre, je peux, en mettant en œuvre ma volonté sur un plan vertueux, celui du courage, me construire comme un individu libre sur le plan d'une autonomie véritable. C'est-à-dire qu'on passe d'une liberté acquise à une liberté conquise, en passant justement par la médiation du courage. Bonsoir. Bonsoir. J'avais juste une petite question sur Hannah Arendt, parce que vous parliez de son bouquin La crise de la culture, où en gros elle va nous expliquer que la crise de la culture occidentale, etc., c'est l'individualisme. Et justement, pour elle, le plus grand problème de l'individualisme, c'est la négation de ce qu'elle appelle la natalité.
Et est-ce que justement la solution, enfin, est-ce que pour elle le courage, ce serait pas justement se sentir responsable, vraiment le sens de responsabilité. Il y a un auteur, je crois que c'est Hans Jonas, qui a écrit un livre, Ses principes de responsabilité, qui a une vision assez étroite avec celle de Hannah Arendt, et je trouve que c'est assez intéressant de concevoir le principe de responsabilité vis-à-vis d'autrui avec celle de courage, et justement au sens où être humain, c'est peut-être aussi se sentir obligé d'être responsable d'autrui. Et dans ce cas-là, je ne serais pas forcément d'accord avec vous au sens où vous dites que le courage, si c'est une vertu, c'est forcément une vertu de liberté, mais ça peut être aussi une vertu d'obligation à se sentir responsable vis-à-vis de l'altruisme. Oui, vous ouvrez là une perspective tout à fait intéressante, en particulier à travers le lien entre Hannah Arendt et Hans Jonas. Oui. Je vais essayer de répondre à ce que vous dites, mais même si c'est plus une libre parole qu'une question. Mais d'abord, il n'y a aucune raison de penser la liberté comme l'antonyme de la responsabilité. On n'est jamais, je crois, aussi libre que quand on a le courage de faire ce que l'on doit faire. Hein. Et que quand Hans Jonas, par exemple, dans le principe responsabilité, dresse un état des lieux, parfois très alarmiste, de la situation contemporaine qui est la nôtre, dans l'ordre technique et dans l'ordre de notre rapport à la nature, pour nous appeler à notre responsabilité vis-à-vis des générations d'autrui, vis-à-vis d'autrui futur, autrui tel qu'il pourra exister ou ne pas exister dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, bref, dans le cas des générations qui nous succéderont, en même temps qu'il nous invite à la responsabilité, à prendre nos responsabilités pour autrui, il nous invite bien évidemment au courage, puisque dans ce cas-là, le courage, c'est bien le courage pour autrui, et pour cet autrui possible que je ne connais pas encore, mais qui pourrait éventuellement ne jamais exister si je n'ai pas le courage aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour lui laisser un monde dans un état satisfaisant et conforme à ce qu'exige son humanité. Mais justement, cet appel à la responsabilité, me semble-t-il, peut être entendu parfaitement comme un appel à la plus haute liberté. Subir simplement les conditions d'existence qui sont les nôtres aujourd'hui, au motif que tout le monde fait comme ça, qu'on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait faire d'autre, qu'on n'est pas pire que les autres, qu'on ne pollue pas davantage, qu'on n'est pas plus malhonnête, c'est précisément de la lâcheté. C'est une façon, au fond, de s'installer dans une sorte de spirale inertielle où nous nous dispensons de la nécessité d'agir. S'il n'y a de liberté authentique que dans l'action véritable, l'action par laquelle je m'oppose à l'inertie, d'un monde qui, pour Hans Jonas, est dans une situation extrêmement dangereuse et inquiétante, est l'exercice plein de ma liberté. Et donc, la liberté, c'est pas ce au nom de quoi je peux décider de ce qu'est mon devoir. La liberté est ce par quoi je reconnais mon devoir, mais je ne le choisis pas. Alors ça, ce serait un autre problème, c'est la question du bien. Un devoir ne se choisit pas, un devoir se reconnaît. Sinon, il est simplement l'expression de ma subjectivité individuelle. Il n'est pas de l'ordre de ma liberté, il est de l'ordre de mon caprice. Continuez à faire des questions en haut, en bas, comme ça fera circuler le micro, c'est rigolo. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a aucun courage à mettre fin à sa vie. Mais, j'ai pas dit ça, si. J'ai dit ça. Oui, continuez. Avec le kamikaze. Oui, dans ce contexte-là, oui. Et est-ce que justement il y a du courage à mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre? Je pense ici par exemple à l'euthanasie, puisque justement on n'agit pas pour soi mais pour autrui. Ah oui, alors là c'est une question... Elle est excellente, mais elle est redoutable. Je vais être obligé de m'engager, là j'ai pas le choix, mais ça va peut-être pas vous faire plaisir. Allez, tant pis, je joue carte sur table. Non, il n'y a pas de courage. Je sais bien qu'on est tous configurés pour dire exactement le contraire de ce que je vais vous dire là. Mais tant pis, j'assume, non. Le courage n'est absolument pas là.
Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je veux dire. Dans ce débat autour de l'euthanasie, enfin, qui est largement sous le boisseau actuellement parce qu'on débat d'autre chose en ce moment, bon, d'accord. Mais dans ce débat, ceux qui refuseraient une législation qui, par exemple, serait favorable à ce qu'ils appellent, on fait bien attention, on n'a jamais utilisé le mot euthanasie, bien évidemment, hein. Bon, disons une euthanasie encadrée, prétexte en général l'hypocrisie de ceux qui sont contre la loi, puisque en définitive, cela accepterait par exemple l'idée que oui, bien sûr, dans certains cas, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a consenti, dans un geste ultime de générosité, à mettre fin ou accéder aux vœux de quelqu'un qui désirait en finir avec la vie. Bon, ça peut être parfois un acte de générosité, ça c'est possible. Ça peut être parfois un acte d'amour, ça je le crois aussi. Mais la question, c'est où est le courage? Essayez de comprendre ce que je veux dire, c'est que, imaginez qu'une loi passe sur cette question de l'euthanasie. Soit elle ne changera rien à la situation actuelle, c'est-à-dire que ça restera quelques cas dramatiques, terribles, qui attirent parfois notre sympathie, notre compassion. Une pauvre mère, voilà, mais dans ce cas-là, la loi n'aura servi à rien, puisqu'elle n'aura strictement rien changé à la situation réelle. Deuxième possibilité, la loi va produire une extension des cas, et dans ce cas-là, on va nous expliquer que oui, quand une personne a des conditions de vie difficiles, la question c'est où on mettra la barre. Il y a Charles Jonas aussi des questions très radicales sur la question de savoir où est notre seuil de tolérance, pas pour nous mais pour les autres. Et puis, où est-ce qu'on fixera la limite entre la reconnaissance que quelqu'un qui souffre véritablement, qui est dans une agonie terrible, eh bien, demande clairement à mourir, et le vieillard, c'est vrai, agonisant, mais qui constate simplement qu'il est devenu un poids pour ses proches, que personne ne vient le visiter, qu'il n'intéresse plus personne, et bien sûr qu'il se dit tout bêtement, à quoi bon vivre dans ces conditions, si plus personne ne m'aime, si mes enfants et mes petits-enfants ne viennent pas me visiter, si mon odeur est insupportable même pour ceux qui m'aiment, et ma maladie avec elle, alors après tout, oui, pourquoi ne pas demander à mourir ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, on ne peut pas exclure que des configurations comme celle-ci auront lieu. Et que dans ce cas-là, il faut s'interroger alors pour savoir où situer le véritable courage. Est-ce que le véritable courage n'est pas dans la capacité à surmonter soi-même pour accompagner le plus loin possible, et si possible jusqu'au bout, des personnes qui, c'est vrai, sont dans une situation de fin de vie difficile, et parfois douloureuse. Est-ce qu'il n'y a pas plus de courage à rendre visite à quelqu'un alors qu'on préférerait faire autre chose, aller jouer au tennis ou regarder la télé tranquillement, plutôt que de se dire « Allez, je vais être courageux, mais ça ne fait pas plaisir, je vais lui faire comprendre que si vraiment il désirait mettre fin à ses jours, je le ferai quand même. » Le courage n'est pas, si vous voulez, dans l'alibi par lequel, au fond, la demande d'autrui rejoint un désir conscient ou inconscient en moi. On est là, au fond, dans l'ordre naturel. Et je me dis qu'une société courageuse, ce n'est pas une société qui se donne les moyens par la loi de mettre un terme à la vie de ceux qui souffrent le plus. C'est une société qui invente les moyens d'accompagner avec courage ceux qui souffrent le plus. Une autre question ? Un autre sujet d'actualité, c'est Benoît XVI qui va renoncer à son pontificat. Et donc pour faire cet acte public, il va se retirer d'une action publique qui lui a demandé beaucoup de courage. Alors ma question c'est, se retirer maintenant de cette action publique, est-elle une représentation d'un manque de courage ?
Oui, là, bien évidemment, il faut prendre en compte, je crois, le contexte. C'est-à-dire qu'un acte en lui-même, regardé abstraitement, on ne peut pas décider de l'extérieur s'il est courageux ou pas. Avant Benoît XVI, si j'ai bonne mémoire, Jean-Paul II est resté jusqu'au bout de son pontificat au point de s'attirer le reproche de la part de certains de s'accrocher au trône pontifical. On pourrait en faire une toute autre lecture et se dire qu'il a fallu beaucoup de courage pour justement témoigner jusqu'au bout de la dignité d'un homme malgré sa souffrance et son handicap, en lien par exemple d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure en répondant à Abid. Le problème, c'est que la seule façon de le savoir, c'est de savoir qu'est-ce qui est en jeu derrière cette abdication, cette démission de Benoît XVI, ou qu'est-ce qui était en jeu effectivement dans la conscience de Jean-Paul II quand il ne démissionnait pas. Et donc, pour savoir si c'est courageux ou pas, bien évidemment, il faudrait pouvoir, en quelque sorte, bénéficier de leur propre témoignage et d'un témoignage auquel on pourrait croire de manière absolue. Si Jean-Paul II est resté pape pour témoigner jusqu'au bout de la dignité absolue des personnes âgées, y compris en situation de souffrance, alors son maintien au trône aura été un exemple de courage. S'il est resté pape parce qu'il aimait trop le pouvoir pour quitter le siège de Saint-Pierre, alors bien évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le courage. Même chose, bien évidemment, si vous voulez, pour Benoît XVI. S'il, malgré son... Enfin, s'il, simplement, il le sent plus, et que sa tendance naturelle et spontanée, parce qu'il est trop fatigué, le conduit à dire « Oh non, c'est trop lourd, etc. » Bon, c'est pas certain que ce soit du courage. Mais si, au fond, résistant à une tendance naturelle, qui consistera à dire, quand même, aucun pape n'a jamais démissionné avant moi, enfin, depuis 600 ans en tout cas, c'est une première, c'est un précédent, mais après tout, voilà, ça va permettre peut-être à l'Église de se doter d'un nouveau, l'Église catholique de se doter d'un nouveau capitaine, plus jeune, etc. Tant pis, le renoncement vaut peut-être la chandelle, on peut en faire une lecture par le courage. Mais le problème, vous comprenez, c'est qu'on ne peut jamais décider de l'extérieur si un acte de ce type est courageux ou pas. Et c'est là qu'on est vraiment confronté au mystère et à l'énigme de la conscience individuelle, sans laquelle, de toute façon, il n'y aurait aucune vertu. Ce qui rend possible l'exercice des vertus, c'est la conscience individuelle en tant que le secret le plus profond de l'intériorité de chacun. C'est pour ça qu'on ne peut jamais décider, au fond, de manière absolue, de la vertu d'un homme, quelle que soit cette vertu d'ailleurs. Y a-t-il une dernière question? Il est 8 heures, ou une dernière intervention? Sinon, on va pouvoir considérer que la messe est dite.